beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici. Vous voyez que donc, je pose une question donc, dans le titre de ma conférence. Je ne suis pas certain qu'on aura la réponse à la fin de la conférence, mais je crois que cela mérite, ça vaut la peine de se poser la question. En fait, ce que je vous dirai ici est en bonne partie repris d'un livre que j'avais écrit il y a quelques années, Democracy in Crisis, avec un point d'interrogation. Donc, je dirais que je reprends l'essentiel de l'argument de ce livre avec des éléments d'actualisation. Je vais peut-être commencer en disant qu'il y a très probablement un écart entre la manière dont il me semble que nous concevons le fonctionnement des systèmes politiques démocratiques et la réalité des processus de décision dans ces systèmes politiques démocratiques. Donc moi, je suis un spécialiste des questions de prise de décision dans les régimes démocratiques. Je ne connais pas grand-chose sur les régimes autoritaires, donc ça, c'est une de mes limites. Et c'est la raison pour laquelle donc, je parlerai de la prise de décision politique dans un contexte démocratique. Donc, comment se prennent les décisions politiques dans nos systèmes politiques? Alors, je dirais que dans les démocraties dites représentatives, leur légitimité, elle repose sur le fait que les citoyens délèguent leur pouvoir à ceux qui les gouvernent. Vous me direz, on est en Suisse, on a de la démocratie directe. Bien entendu, et je donnerai quelques éléments sur la démocratie directe suisse, mais disons, même en Suisse, nous élisons nos représentants qui prennent des décisions politiques à notre place. On vient de le faire lors des élections fédérales tout récemment. Donc l'idée, c'est que nous déléguons notre pouvoir à ceux qui nous gouvernent. En déléguant notre pouvoir, nous les autorisons en quelque sorte à nous gouverner. Nous déléguons ce pouvoir par le mécanisme de l'élection. Et c'est parce qu'il y a cet acte de délégation qui est volontaire que l'on accepte par la suite d'être assujetti aux décisions que ces personnes prennent à notre place. Nous acceptons de subir parfois les conséquences négatives, par exemple pour notre portefeuille, pensez aux impôts. Nous acceptons d'être soumis aux décisions des gouvernants parce que nous les avons élus, dans des élections compétitives, nous les avons élus, et en les élisant, nous leur donnons une sorte d'autorisation à gouverner. Un spécialiste de la démocratie, Pierre Rosanvallon, parle de permis de gouverner. Je reviendrai sur cette notion de permis de gouverner. Nous avons aussi des garde-fous par rapport aux gouvernants. Nous les élisons, mais bien entendu, nous ne les élisons pas pour toujours. Nous les élisons pour des mandats qui ont un terme, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc, nos gouvernants, eux, ils agissent sous l'épée de Damoclès de la prochaine élection. Ils sont sous la menace, en quelque sorte, ils agissent sous la menace de la prochaine élection où il ou elle risque de ne pas être
réélu, risque de ne pas être réélu. C'est arrivé à un nombre non négligeable de parlementaires lors des dernières élections fédérales en Suisse. Donc plane sur les gouvernants la menace de la non-réélection si nous ne sommes pas satisfaits de leur action. Et c'est cette menace qui les incite à tenir compte de nos préférences. Tellement tenir compte de nos préférences que parfois on fustige certains gouvernants parce qu'ils agissent par électoralisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'électoralisme? L'électoralisme, ça veut dire quand un gouvernant il est uniquement préoccupé par ses performances électorales au détriment de décisions qui seraient peut-être plus meilleures dans le long terme, etc. Ça, je dirais, c'est la manière dont nous pensons en général le fonctionnement de nos systèmes démocratiques. C'est un modèle circulaire. Pourquoi je dis que c'est un modèle circulaire? Eh bien, parce qu'on a un cercle qui va du bas, on va dire les gens comme vous et moi, les citoyens ordinaires, vers les gouvernants, et puis la boucle se ferme du haut vers le bas, des gouvernants vers les gouvernés. Donc il y a une ligne directe, si vous voulez, il y a une ligne directe entre les gouvernés et les gouvernants. Ligne directe des gouvernés vers les gouvernants par ce mécanisme d'autorisation via l'élection, et ligne directe des gouvernants vers les gouvernés, ils prennent des décisions qui assujettissent, qui nous donnent des avantages aussi, mais auxquels nous sommes assujettis en tant que gouvernés. Il y a, si vous voulez, implicitement l'idée que les gouvernants sont légitimes parce qu'ils sont un peu comme nous. Ils sont un peu comme nous, ils respectent nos préférences et nous les avons choisis librement et c'est la raison pour laquelle nous acceptons ce que l'on pourrait appeler leur domination, en tout cas notre assujettissement à leurs décisions. Donc c'est un modèle qui, vous voyez, est assez simple, des gouvernés vers les gouvernants et dans l'autre sens, et qui est justement, je dirais, attractif sur le plan normatif en raison de sa simplicité, de sa limpidité. Le problème, c'est que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Donc c'est un modèle qui légitime le fonctionnement des systèmes politiques démocratiques, mais la prise de décision dans ces systèmes politiques démocratiques, avec les élections compétitives, etc., ne se passe pas exactement de manière aussi simple. Alors, qui prend les décisions? Alors, moi, je suis politologue, et en sciences politiques, on a développé un certain nombre de concepts pour désigner celles et ceux qui interviennent de manière influente dans les processus de décision. On parle de réseau d'acteurs. Je ne vais pas entrer dans le détail des définitions, mais quand on parle de réseau d'acteurs qui interviennent dans les processus de décision, ça veut dire, ça c'est je crois assez trivial, que des acteurs, il y en a beaucoup, qu'ils interagissent, qu'ils sont dans des relations d'interdépendance, et que ce sont des acteurs par ailleurs différents, réseau d'acteurs. Les décisions sont prises en réseau et par des réseaux. On parle aussi de coalition de causes. Je ne vais pas non plus entrer dans la définition technique de ce qu'est une coalition de causes. Pour dire les choses un peu simplement, une coalition de causes, c'est un groupe de personnes qui
défendent la même cause, qui défendent la même cause. Par exemple, davantage de justice sociale, ou bien une meilleure protection de l'environnement, ou bien un système de retraite durable, que l'on peut financer dans le long terme. Donc, dans nos systèmes politiques démocratiques, et c'est ce qui les rend dans un sens démocratique, c'est cet aspect compétitif, il y a des coalitions de causes qui s'opposent. Et justement, ce sont des coalitions, c'est-à-dire là aussi, ce sont des ensembles, des entités qui regroupent des acteurs de nature différente. Quels acteurs? Bien entendu, nos élus. Bien entendu, les élus que j'évoquais tout à l'heure, ceux qui détiennent le pouvoir de décision officiel, formel et légitime. Bien entendu, il y a les hommes et les femmes politiques que nous avons élus dans les assemblées, ce que l'on peut qualifier de décideurs officiels. Mais il n'y a pas que. Qui d'autre intervient dans les processus décisionnels, dans ces réseaux ou dans ces coalitions, et garde une influence non négligeable dans ces processus? L'administration, les membres de l'administration, notamment les hauts fonctionnaires de l'administration, mais même les cadres moyens qui sont responsables d'un secteur dans l'administration, ont une influence, ça dépend bien entendu des décisions, mais ont une influence souvent importante dans les processus décisionnels. Pourquoi est-ce qu'ils ont une influence importante? C'est assez facile à comprendre, parce que ce sont des experts du domaine. Les politiciens sont des amateurs par rapport aux spécialistes de l'administration. Donc, de ce côté-là, les membres de l'administration, ils ont un certain avantage en termes d'information, de compétences, d'expertise. Il y a 2-3 semaines environ, on a organisé, juste après les élections, on a organisé une table ronde avec des parlementaires, donc des membres de l'Assemblée fédérale en Suisse. Eh bien, tous disaient que ils doivent compter avec le poids de l'administration. C'est-à-dire que l'administration, bien entendu, les aide, mais en même temps, elle a aussi ses préférences, ses priorités, et à partir de ses propres visions du monde, de ses propres connaissances, et elle essaye de les imposer. Les membres de l'administration. Je parlais d'acteurs. Les acteurs, ça peut être des acteurs individuels, je ne sais pas, tel directeur d'office en Suisse, ou bien tel parlementaire. Ça peut être aussi des acteurs collectifs, organisés. Alors, on pense tout de suite aux partis politiques, mais il n'y a pas que les partis politiques. Les groupes d'intérêt. Les groupes d'intérêt, les grandes associations économiques, en Suisse, Économie suisse, par exemple, ou bien les associations syndicales, l'Union syndicale suisse, ou bien des groupes qui défendent justement des causes, la cause des consommateurs, les associations de consommateurs, la cause de la protection de l'environnement, par exemple le WWF. Les groupes d'intérêt, ils ont aussi des préférences et ils cherchent de plusieurs manières à avoir de l'influence sur les processus décisionnels. On pourra revenir, si vous le souhaitez, tout à l'heure, sur les différents moyens qu'ont les groupes d'intérêt pour influer sur les processus décisionnels. Vous avez aussi des experts, pas seulement, je n'entends pas ici, je disais l'administration possède de l'expertise que peut-être les parlementaires n'ont pas, mais il y a aussi des experts indépendants, par exemple des professeurs d'université,
dont l'autorité est reconnue sur tel ou tel domaine, et justement parce que leur autorité est reconnue, eh bien, lorsqu'ils prennent position sur certains enjeux, cette prise de position jouit d'un certain crédit, et donc les experts ont aussi de l'influence. Et puis, dans un monde dans lequel les médias jouent un rôle important, vous avez aussi des journalistes qui sont influents. Il ne faut pas sous-estimer, par exemple, le fait qu'un éditorialiste peut, par un éditorial influent, contribuer à mettre à l'ordre du jour une thématique, un enjeu, à faire qu'on en parle, et non seulement à faire qu'on en parle, mais à faire pression à travers les médias sur les décideurs pour qu'ils se saisissent du problème. Donc vous voyez que si les constellations d'acteurs qui interviennent dans les processus décisionnels sont assez plurielles, le modèle que je décrivais tout à l'heure, ce modèle simple des gouvernés vers les gouvernants et dans l'autre sens, eh bien, ce modèle simple ne rend pas suffisamment compte de la complexité des circuits des processus décisionnels. En plus, ma thèse, c'est que cette complexité des processus décisionnels s'est renforcée avec une série de développements plus ou moins récents. Je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de ces développements. D'abord, si on réfléchit de nouveau à ce modèle de décision circulaire, eh bien, on a un peu un processus du haut vers le bas, c'est-à-dire les gouvernants qui prennent des décisions du haut et qui s'imposent aux gouvernés, qui assujettissent les gouvernés. Une prise de décision, si vous voulez, verticale. Bon, en réalité, les choses ne se passent pas comme cela. En réalité, ces gouvernants que nous avons autorisés par le mécanisme de l'élection à nous gouverner, eh bien, ils consultent beaucoup, ils interagissent avec d'autres acteurs de la société pour la prise de décision. J'évoquais tout à l'heure les groupes d'intérêt. Eh bien, les gouvernants, les élus consultent les groupes d'intérêt, entre autres. Vous savez peut-être qu'en Suisse, nous avons, sur le plan fédéral et aussi au niveau cantonal, mais c'est sur le plan fédéral que c'est, si vous voulez, le plus consolidé, nous avons ce qu'on appelle les procédures de consultation. Qu'est-ce que c'est une procédure de consultation? C'est pour la plus grande partie des textes législatifs, avant que le projet arrive au Parlement pour qu'il y soit débattu, eh bien, pour la plus grande partie des textes législatifs, et d'autant plus pour les textes législatifs jugés importants ou bien dont on pense qu'ils vont susciter du conflit, eh bien, l'administration consulte les acteurs intéressés. Elle demande le point de vue des partis politiques, bien entendu, mais pas seulement des partis politiques, des cantons en Suisse, nous sommes dans un système fédéral, de ces fameux groupes d'intérêt, même les citoyens individuels, comme vous et moi, peuvent s'exprimer dans une consultation. Évidemment, un citoyen individuel n'a pas le même poids qu'une grande organisation, mais disons que les décideurs officiels, en quelque sorte, sont bien avisés de tenir compte du point de vue de ces différents acteurs, probablement d'autant plus en Suisse, où l'on sait que certains de ces acteurs, pensez aux groupes d'intérêt, peuvent toujours menacer de lancer un référendum si on ne tient pas compte de leurs priorités, de leur prise de position.
Donc vous voyez, vous avez des éléments de fragmentation du pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas concentré chez les élus, il est, même si eux, ils ont la capacité de décision formelle, mais il est, je dirais, relativement diffus, relativement fragmenté. Dans les systèmes fédéraux comme le système politique suisse, ce que nous avons aussi, c'est aussi une fragmentation verticale du pouvoir entre les différents niveaux de décision. Typiquement, confédération, canton, commune. Alors vous voyez, quand vous avez de la fragmentation horizontale du pouvoir et de la fragmentation verticale du pouvoir, tout ceci augmente la complexité des circuits décisionnels. Dans les cas de fragmentation verticale du pouvoir, puis lorsque vous avez des systèmes fédéraux, vous avez aussi des mécanismes de coordination. Par exemple, en Suisse, nous avons des conférences intercantonales qui rassemblent les membres des exécutifs des cantons. Et souvent, ces conférences intercantonales préparent des concordats, des sortes de conventions entre les cantons. Souvent, ils le font, enfin pas souvent, non, mais parfois ils le font sous la menace d'une décision fédérale qui leur pend un petit peu au nez. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Même lorsqu'il n'y a pas de système fédéral, vous avez ces éléments de gouvernance multiniveau. Il faut penser que nos voisins, par exemple, sont membres de l'Union européenne, donc il y a le niveau national qui compte, mais il y a aussi le niveau européen. Il y a aussi le niveau européen. Alors on peut se dire que, eh bien, tout ça c'est très bien, parce que la prise de décision politique, elle est au fond assez pluraliste, beaucoup de monde y intervient, beaucoup de monde participe au processus décisionnel, beaucoup de monde est consulté et son avis peut compter. Néanmoins, il n'y a pas que des avantages, si vous voulez, dans ce type de prise de décision du point de vue de sa qualité démocratique. C'est les points sur lesquels j'aimerais insister maintenant. D'abord, je disais, bon, il y a dispersion, fragmentation du pouvoir. Pour dire les choses de manière un peu caricaturale, c'est bien, vous n'avez pas un tyran qui concentre le pouvoir, mais chacun a des bouts de pouvoir, des bouts d'influence politique. La dispersion du pouvoir pose des problèmes d'imputation. Bon, alors imputation, c'est un terme, c'est un concept un peu disons, qui peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est assez facile de comprendre en quoi consiste l'imputation politique. C'est une traduction du terme anglais de accountability. Bon, l'imputation politique, c'est la capacité à imputer des décisions à quelqu'un, à dire que quelqu'un, un ministre par exemple, est responsable d'une décision. Alors lorsque cette imputation est claire, lorsqu'on peut dire que voilà, monsieur ou madame un tel ou une telle a pris la décision, ben c'est très bien, parce qu'on peut tenir cette personne responsable de notre bonheur, et on va lui dire, on renouvelle votre mandat pendant 4 ans, on peut aussi la tenir responsable de notre malheur, et la renvoyer chez elle. Vous avez le mécanisme de sanction électorale que j'évoquais au début de ma présentation qui marche. Mais si beaucoup de monde concourt à la prise de décision, on ne sait pas qui est responsable. Il y a des difficultés d'imputation. À qui imputer une décision? Et notamment une décision qui nous déplaît, parce que c'est là le problème. La littérature parle du « the problem of many hands »,
quand il y a beaucoup de mains qui interviennent dans le processus décisionnel, on ne sait pas qui a joué un rôle décisif. Et on voit cette complexification, si vous voulez, des circuits décisionnels. On le voit par exemple par la multiplication à tous les niveaux d'instances du type commission, table ronde, groupe de travail qui discutent, préparent des décisions, etc. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette multiplication? Il y a cette multiplication, je dirais, principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que, justement, il y a beaucoup de monde qui demande à participer, hein, des acteurs très divers, on vient de le voir, qui demandent à participer, et il faut donc créer des instances de participation, des lieux de participation, des lieux dans lesquels on peut intervenir pour donner notre point de vue. Donc il y a une sorte de demande sociale pour cela. De l'autre côté, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un besoin d'expertise. Il y a besoin d'expertise. Les décideurs politiques ne sont pas omniscients, les enjeux politiques sont complexes, les causalités sont complexes, etc. Donc, il faut comprendre comment les choses se passent. Pour comprendre comment les choses se passent, il faut discuter avec les acteurs qui sont sur le terrain, qui s'y connaissent par rapport à des domaines pointus, et ainsi de suite. Tout cela conduit à une multiplication de lieux qui peuvent avoir une influence sur la décision. Un exemple suisse, encore une fois, en 2018, on a recensé 118 commissions extra-parlementaires, dont certaines ont une capacité, un pouvoir décisionnel, mais dont la plupart sont consultatives. 118, c'est beaucoup, et c'est moins que ce qu'il y avait dans le passé. Il y a eu un effort de mettre de l'ordre. Alors ces lieux du pouvoir, parce que ce sont des lieux de pouvoir, ne sont pas très visibles. Ils ne sont pas très visibles. Alors c'est pas, ça c'est important pour moi, c'est pas qu'ils sont délibérément cachés. Il n'y a aucun complot pour les cacher. Il n'y a aucun complot pour les cacher, mais donc il n'y a pas d'opacité délibérée. Il n'y a pas quelqu'un ou un groupe de personnes malfaisantes qui se cachent pour prendre des décisions. Il n'y a pas d'opacité délibérée, mais on a la création d'un grand nombre d'organes qui sont peu visibles par le public. Peu visibles par le public. Je parlais tout à l'heure des conférences intercantonales. C'est totalement formalisé, mais je ne saurais pas dire le pourcentage des citoyens de tel ou tel canton qui connaissent l'existence de telle ou telle conférence intercantonale dans lesquelles leurs ministres sont impliqués. Alors, ça aggrave les problèmes d'imputation. Vous voyez, ça rend encore plus difficile la capacité qu'a le citoyen lambda de pouvoir attribuer la prise de décision à un acteur précis, comme le voudrait le modèle que j'évoquais au début. Donc, je dirais la première conséquence problématique du point de vue de la qualité démocratique, c'est le fait qu'il y a des problèmes d'imputation de la décision. Dans ces procédures, il ne faut pas se leurrer, je crois que souvent, l'administration a un rôle clé. L'administration a un rôle clé. Vous prenez les tables rondes, les groupes de travail, eh bien, très souvent, l'administration les coordonne, les anime, voire même sélectionne les objets, enfin, à l'ordre du jour, ce qui va être discuté, sélectionne peut-être même les participants, et on peut dire que c'est très bien que l'administration fasse cela, parce que justement, notamment, l'administration a de l'expertise. N'empêche
que les élus dont je parlais tout à l'heure ont un contrôle relativement limité sur ces procédures sur lesquelles l'administration a quand même en bonne partie la haute main. Donc ça relativise le pouvoir de nos décideurs. Et ce que j'évoque là fait partie d'un phénomène plus général que j'aimerais évoquer avec vous. C'est ce qu'on appelle la montée des pouvoirs non élus. La montée des pouvoirs non élus, un auteur anglais, Frank Weibert, a écrit il y a quelques années un livre intitulé « The Rise of the Unelected », la montée de ceux qui n'ont pas été élus. Alors, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de complot, il n'y a personne qui veut cacher quoi que ce soit, il ne faut pas voir les choses ainsi. De même, personne n'usurpe le pouvoir. Si il y a une montée des pouvoirs non élus, ce n'est pas qu'il y a des phénomènes d'usurpation du pouvoir, mais la montée en puissance, l'influence croissante des acteurs non élus, elle résulte de ce qu'on peut appeler les besoins fonctionnels. C'est bon pour la prise de décision. C'est bon pour la prise de décision, par exemple, parce qu'un acteur comme l'administration a une expertise que n'ont pas les élus, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, on peut s'attendre à ce que les décisions qui sont prises soient, entre guillemets, meilleures. Alors, on va difficilement être d'accord entre nous sur ce qu'est une bonne décision, mais on peut quand même partir de l'idée que quelqu'un qui a de l'expertise sur un sujet va prendre des décisions qui permettront de mieux s'attaquer aux problèmes dont il est question que quelqu'un qui n'a pas d'expertise. Donc, vous avez cette montée du pouvoir des acteurs non élus. J'évoquais le rôle de l'administration dans les procédures de décision. Il y a d'autres éléments, ça c'est les tendances récentes, si vous voulez. Il y a d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Sans entrer je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail des développements historiques. Mais disons, depuis une trentaine d'années, on a voulu créer des instances qui régulent des secteurs, le secteur des télécommunications, le secteur de la finance, le secteur de l'électricité, la poste. On a voulu créer des instances administratives. En France, on parle d'autorité administrative indépendante. On a voulu créer des autorités de régulation, donc des instances administratives, pour réguler ces secteurs qui sont indépendantes du pouvoir politique. J'ai mis là quelques exemples suisses. Vous en avez peut-être entendu parler avec des acronymes. La Comco, c'est la Commission de la concurrence. La Comcom, c'est la Commission de la communication. Ce sont deux des 118 commissions que j'évoquais tout à l'heure, de même la Postcom qui s'occupe du secteur postal ou la FINMA qui s'occupe de la régulation des marchés financiers. Alors, on a créé ces autorités dont on a dit qu'elles doivent être indépendantes du pouvoir politique. Donc on a voulu délibérément qu'elles jouissent d'une marge de discrétion considérable par rapport au pouvoir politique. On peut dire, de bonnes raisons. Pourquoi ? Eh bien, parce que on peut se dire je dirais pour deux raisons. Une raison qu'on a déjà vue avec le rôle classique de l'administration, c'est que ce sont des instances qui disposent d'expertise pour réguler des secteurs dont le fonctionnement est assez complexe. Mais l'autre raison, par rapport à l'indépendance notamment, c'est que
si le pouvoir politique intervient, c'est peut-être pas très bien. C'est peut-être pas très bien pour le bien commun, parce que le pouvoir politique peut faire pression pour prendre des décisions à court terme, ou bien qui favorisent certains intérêts dont les détenteurs du pouvoir sont proches. Donc, l'idée, c'est qu'il est bon que ces instances de régulation soient indépendantes. Le même raisonnement vaut pour, vous en avez certainement entendu parler, l'indépendance des banques centrales. Donc l'indépendance de certains acteurs qui ont un rôle régulateur important est quelque chose qui est délibérément recherché, l'indépendance par rapport au pouvoir politique. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose de relativement nouveau, c'est qu'on recherche, on recherche à isoler certains domaines de la décision de l'emprise des politiques. On tente de les isoler de l'emprise des politiques. C'est ce que j'appelle le phénomène de technocratisation délibérée. Technocratisation délibérée. La montée des pouvoirs non élus concerne aussi un autre type d'acteurs, alors très différent, c'est les juges, les tribunaux. Il y a pas mal de travaux en sciences politiques qui parlent de la judiciarisation de la politique. Qu'est-ce que ça veut dire, la judiciarisation de la politique? Ça veut dire que le judiciaire, les tribunaux, les juges, jouent un rôle croissant, ont une influence croissante dans la prise de décision politique. Essayons de comprendre pourquoi. On vient de voir pourquoi l'indépendance des autorités de régulation est valorisée. L'intervention du juge dans la décision politique, elle est valorisée pour des raisons qui ne sont pas identiques, mais assez proches. L'idée, c'est que c'est une idée très libérale. C'est une idée très libérale, comme quoi il doit y avoir des contre-pouvoirs à l'exercice du pouvoir. Eh bien, parce que il s'agit de protéger les droits. Il s'agit de protéger les droits. Il s'agit de protéger les minorités, par exemple. Eh bien, cette protection est assurée par ce pouvoir qui est considéré être un pouvoir neutre, le pouvoir de la justice, et c'est donc délibérément que l'on cherche à limiter le pouvoir des élus, des majorités politiques, en créant ce contre-pouvoir du judiciaire. Il y a un juriste allemand de l'entre-deux-guerres qui, lui, était un défenseur notamment de la création des cours constitutionnelles, qui disait, eh bien, le juge est un législateur négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, législateur négatif? Ça ne veut pas dire un législateur qui fait des choses mauvaises, ça veut dire un législateur, quelqu'un qui intervient dans le processus législatif parce qu'il est capable de bloquer une décision. Il a un pouvoir de veto. Dans les pays dans lesquels il y a un contrôle de constitutionnalité de la législation, eh bien, on peut saisir la justice constitutionnelle lorsqu'on estime qu'une loi votée par la majorité est anticonstitutionnelle. Alors, le législateur, on nous dit, Kelsen disait, le juge devient un législateur négatif. En fait, parce qu'il a ce pouvoir négatif, il acquiert une importance croissante dans le processus législatif lui-même. Pourquoi? Parce que le législateur classique,
les parlementaires, les majorités parlementaires, redoutent, anticipent l'opposition éventuelle des tribunaux et donc tiennent compte à l'avance de ce qu'ils pensent être leur point de vue, leurs préférences. Ils les intègrent, si vous voulez, dans leur raisonnement. Le législateur politique intègre le point de vue du juge pour éviter d'être confronté à un veto judiciaire par la suite. L'Allemagne est un pays dans lequel la Cour constitutionnelle, le tribunal constitutionnel, a un poids important dans la prise de décision. Eh bien, on dit un peu sur le mode de la boutade que les parlementaires en Allemagne, le gouvernement, font de l'astrologie de Karlsruhe. Qu'est-ce que c'est l'astrologie de Karlsruhe ? Pourquoi Karlsruhe ? Parce que c'est le siège du tribunal constitutionnel. Et donc, le législateur essaye de deviner, astrologie, essaye de deviner que va penser l'instance de juridiction constitutionnelle lorsque le législateur travaille dans la production d'une loi pour en tenir compte. Donc vous voyez un autre type d'acteur important qui, on peut dire, pour de bonnes raisons, comme pour les autorités de régulation indépendantes, un autre type d'acteur important dans les processus décisionnels qui est de nouveau un acteur, un ensemble d'acteurs, disons en tout cas non directement élus par les citoyens. Excusez-moi. Oui, madame. Le tribunal constitutionnel, c'est le tribunal fédéral ? Alors, vous savez probablement qu'en Suisse, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité par le tribunal fédéral des lois fédérales. Il y a par contre un contrôle de constitutionnalité possible pour les lois cantonales, pour examiner si elles sont conformes à la Constitution fédérale. Et ça, on fait avec le tribunal fédéral. Ça, on fait en Suisse avec le tribunal fédéral. Mais en Suisse, il n'y a pas un contrôle de constitutionnalité aussi développé que dans des pays dans lesquels la législation nationale est soumise au contrôle de constitutionnalité. Mais en Suisse aussi, on se pose la question de la judiciarisation de la politique, du rôle des juges, de cette influence indirecte, si vous voulez, des juges. Alors, cette montée des pouvoirs non élus, elle est renforcée par un autre élément qui est important, c'est l'internationalisation des processus de décision. Vous entendez souvent parler de la globalisation. Et par globalisation, on entend notamment d'habitude la globalisation économique, ou peut-être même la globalisation de modèles culturels, les modèles de consommation, etc. Il n'y a pas que la globalisation économique. Il y a aussi l'internationalisation politique. Qu'est-ce que j'entends par internationalisation politique ? Eh bien, le fait qu'une partie des lieux de décision se déplace au-delà de l'État national. Se déplace au-delà de l'État national. Regardez par exemple, le lien qu'il peut y avoir entre judiciarisation et internationalisation. Vous prenez le processus d'intégration européenne, la construction de la communauté économique, puis de la communauté européenne et maintenant de l'Union européenne. Eh bien, il y a un acteur central dans le développement de l'intégration européenne, c'est la Cour de justice. C'est la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, c'est les juges. Il y a un autre acteur important, qui n'est pas un acteur de l'Union européenne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution initiée à l'origine par le Conseil de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, qui se trouve à Strasbourg, et qui, elle, veille pour l'essentiel par rapport à la
protection des droits humains. La protection des droits humains. Donc, si on s'estime, par exemple, lésé par une décision qui a été prise à notre encontre, eh bien, après avoir épuisé les voies de recours nationales, on peut toujours recourir auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais la Suisse a signé la Convention européenne des droits de l'homme, donc elle est aussi sujette à l'influence des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et vous vous souvenez peut-être que c'est quelque chose qui peut être perçu comme gênant. Il y a quelques années, l'Union démocratique du Centre a lancé une initiative qui a été rejetée par le peuple et les cantons il y a une année à peu près, qui voulait consacrer la suprématie de la Constitution sur le droit international, qui était intitulée, donc on l'appelait initiative d'autodétermination, elle a été intitulée le droit suisse à la place des juges étrangers, à la place des juges étrangers. Donc vous voyez, la cible de l'initiative, c'était à la fois les juges, non élus, et donc un obstacle à la démocratie, et le fait qu'ils étaient étrangers. Donc vous voyez comment la judiciarisation va aussi de pair avec l'internationalisation de la politique. Maintenant, l'internationalisation, elle a plusieurs autres facettes. Qui ont un impact sur le contrôle démocratique et qui complexifient encore plus ce modèle très simple que j'avais évoqué au début. Vous avez maintenant des institutions transnationales puissantes. Certaines d'entre elles, vous en avez entendu parler. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Eh bien, ces institutions prennent des décisions qui affectent des gouvernements nationaux, par exemple ceux qui veulent bénéficier de prêts de la part de ces institutions. Eh bien, il y a eu des études qui ont été faites sur le fonctionnement de ces institutions. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec quelles sont les conclusions de ces études? Alors, d'abord, ces institutions sont formellement des institutions intergouvernementales. C'est-à-dire que les gouvernements nationaux y sont représentés. Et donc, on peut se dire, c'est OK, les gouvernements nationaux, du moins dans les pays démocratiques, sont soumis à la sanction électorale. On peut aussi les sanctionner pour ce qu'ils font dans ces instances. Bon, alors déjà, le citoyen lambda de nouveau ne sait pas très bien ce que font les représentants de son gouvernement national dans ces instances, mais surtout ce qu'on a vu, c'est que les représentants des gouvernements nationaux dans les sphères dirigeantes de ces instances transnationales n'agissent pas toujours sur la base d'instructions de leur gouvernement. Ils ont acquis une certaine autonomie. Donc ça devient des acteurs qui participent à la décision sans être de fait liés par un mandat de leur gouvernement. L'autre chose qu'on a vue, ces organisations, c'est des organisations intergouvernementales, certes, mais elles ont aussi leur administration propre, ce qu'on appelle les secrétariats. Bon. Alors, ces secrétariats, donc cette administration, j'ai parlé d'administration nationale tout à l'heure, mais cette administration transnationale a une influence décisionnelle importante. Donc vous voyez qu'on a une chaîne de délégation qui devient très longue. On n'est plus dans ce qu'on connaît un petit peu de visu, c'est-à-dire la proximité de l'élu par rapport à l'électeur. On a une chaîne de délégation qui s'allonge avec l'internationalisation de la politique. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des réseaux transnationaux. Il y a des réseaux d'acteurs transnationaux. Je prends l'exemple des autorités de régulation indépendantes que j'évoquais tout à l'heure.
comme en Suisse, comme Co, comme Com, etc. Alors on a vu que ces autorités de régulation indépendantes, elles ont un pouvoir de régulation que leur a conféré le législateur, dont il doit garantir l'indépendance. En plus, ces autorités de régulation indépendantes, elles font partie de réseaux transnationaux, européens ou transnationaux. Qu'est-ce que ça veut dire un réseau transnational ? Ça veut dire une organisation, un lieu dans lequel les dirigeants de ces agences nationales se rencontrent, échangent des expériences, des problèmes qu'ils rencontrent, etc. J'ai eu l'occasion d'assister à un de ces réseaux pour essayer de comprendre un petit peu comment les choses se passent concrètement dans un tel réseau. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que le réseautage de ces organisations accroît leur indépendance par rapport aux autorités nationales, renforce leur indépendance par rapport aux autorités nationales. Et on peut se dire, c'est très bien, et dans certains cas, c'est vraiment très bien. Moi, j'ai assisté à un réseau de régulateurs du secteur des médias. Alors vous avez des pays dans lesquels le gouvernement essaye toujours d'intervenir dans les médias et de faire pression sur le régulateur, etc. Eh bien, en participant à un réseau transnational, le régulateur dispose de soutien. Il n'est pas seul face aux pressions de son gouvernement national. Il dispose de soutien, il peut mobiliser ses soutiens internationaux, il acquiert de l'expertise, il va au café, il discute avec le représentant d'un autre pays qui lui dit « moi aussi j'ai subi des pressions analogues et voilà comment j'ai fait pour les désamorcer ». Donc ces réseaux favorisent encore plus l'émancipation des régulateurs par rapport aux dirigeants politiques nationaux. Donc cela renforce l'influence de ces acteurs non élus. Vous avez aussi, au niveau transnational, des instances de gouvernance privées qui jouent un rôle important. J'aimerais donner deux exemples dont les sièges ne sont pas très éloignés d'ici. ISO. Qu'est-ce que c'est ISO ? ISO, c'est la International Standardization Organization. Vous la connaissez sans doute à travers les normes ISO. À travers les normes ISO. Ben, son siège est à Genève. Donc, cette organisation qui est composée d'experts qui viennent souvent de l'industrie, c'est tout à fait normal puisque c'est là que se trouvent les experts qui ont justement les compétences nécessaires. Cette organisation produit des normes qui sont... ces normes ne sont pas formellement contraignantes. Ces normes ne sont pas formellement contraignantes. On parle de soft law, d'un droit qui est souple, qui est souple. Elles ne sont pas formellement contraignantes, mais souvent les gouvernements nationaux ou l'Union européenne, la Commission européenne, les reprennent à leur compte, les endossent et les rendent des normes contraignantes. Donc vous avez des normes à l'origine privée, qui deviennent des normes publiques. Un autre cas d'instance de gouvernance privée, c'est la FIFA. Alors ces normes, elles ont des conséquences. Il y a des gagnants et des perdants. Elles génèrent des gagnants et des perdants. Donc on peut dire qu'elles ont un impact social non négligeable. Elles sont néanmoins produites à l'origine, elles sont bien sûr reprises par les gouvernements, mais à l'origine, elles sont produites par des organisations privées, qui n'ont pas ce fameux permis de gouverner.
personne ne les a autorisés formellement à prendre des décisions qui, in fine, à la fin, auxquelles, à la fin, nous sommes assujettis. Donc, si vous voulez, pour résumer, plusieurs sites décisionnels ont désormais migré loin des instances décisionnelles officielles. Ce qui fait que ce modèle circulaire qui rend les systèmes politiques démocratiques que j'évoquais au début du cours, il n'est pas adapté, il ne rend pas compte de ce qui se passe en réalité. Donc, si vous voulez, il y a une distance plus grande entre ceux qui décident et ceux qui sont soumis à leurs décisions. Prenez le mécanisme de l'élection. Peut-être certaines d'entre vous ont eu l'occasion de voter lors des dernières élections fédérales. Et maintenant, on dispose de systèmes relativement savants d'aide au vote, d'aide à la décision. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont utilisé, par exemple, Smart Vote. Hein. C'est quoi l'objectif de Smart Vote? L'objectif de Smart Vote, alors comment ça se passe? Eh bien, les candidats aux élections remplissent un questionnaire dans lequel ils donnent leur position par rapport à toute une série d'enjeux publics. Nous, en tant qu'électeurs, nous remplissons le même questionnaire et le système nous indique quels sont les décideurs qui ont le plus de choses en commun avec nous, dont les préférences sont le plus congruentes avec les nôtres. Et si nous sommes rationnels, nous voterons pour eux. Donc, il y a une recherche, si vous voulez, il y a vraiment une recherche de renforcer l'identification entre le décideur et ceux qui sont gouvernés. Bon, c'est très bien, mais c'est passé à côté de ces phénomènes où vous avez des décideurs qui sont très très éloignés, le pouvoir a migré de ceux qui sont assujettis à leurs décisions. Là, j'ai mis une citation d'un ouvrage récent de Paul Tucker, intitulé de manière significative « Unelected Power », le pouvoir non élu. Paul Tucker n'est pas un gauchiste, c'est un ancien banquier central, je crois. Et alors, vous voyez ce qu'il écrit, c'est assez intéressant. Il dit que ce qui a changé depuis ces dernières décennies, c'est un déplacement du pouvoir non élu. Un déplacement du pouvoir non élu de l'aristocratie héréditaire, la noblesse, vers une classe de régulateurs méritocratiques, technocratiques, les banquiers centraux, judiciaires, etc. Donc c'est la compétence, l'expertise légitime ce nouveau type de pouvoir non élu. Ça, c'est, je dirais, l'élément principal de ma démonstration. Il y a un élément subsidiaire avant de conclure. Donc, je vous disais que du point de vue de qui participe aux décisions, qui est influent dans la prise de décision, eh bien, on a toute une série de phénomènes qui montrent que c'est complexe, que le pouvoir a migré, etc. Que les choses ont changé. Pour dire les choses simplement, que les choses ont changé. Pourtant, le jeu électoral, les campagnes électorales, les élections, tout cela continue comme si pas grand-chose s'était passé. Comme si pas grand-chose s'était passé. Déjà, disons, avec l'exception des élections au Parlement européen, les élections sont un phénomène national et infranational, local, régional, cantonal en Suisse, les Länder en Allemagne, national. Mais ce mécanisme électif, avec l'exception des élections au Parlement européen, vous ne le trouvez pas au-delà de l'État national, alors même qu'on a vu qu'il y a des lieux de pouvoir importants au-delà de l'État national. Donc, le jeu électoral
continue comme si les choses se passaient toujours selon le modèle que je vous avais présenté au début de ma conférence. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc, il y a un décalage. Certains parlent de disjonction, de divorce, de découplage. Il y a un décalage entre la politique spectacle médiatisée. La politique spectacle médiatisée, c'est la politique que font les élus. Quels décideurs voit-on? Eh bien, on voit les élus, les premiers ministres, les ministres, les parlementaires, et c'est un aspect de la politique qui est de plus en plus visible, qui est de plus en plus visible. En tant que politicien, vous ne pouvez plus vous permettre le moindre faux pas parce que vous êtes traqué par les médias. Vous êtes traqué par les médias. Donc, il y a cet élément de médiatisation de la politique qui est très important, mais qui ne couvre qu'une partie de l'élément de prise de décision qui ont, on l'a vu, migré en bonne partie ailleurs. Donc je reviens à ma question de l'imputation. L'imputation devient problématique. On impute des choses, notamment à nos élus, alors même qu'ils n'ont peut-être contribué que de manière marginale aux prises de décision qui nous affectent, alors même que le pouvoir technocratique monte en puissance. Donc les élections qui sont censées fonctionner comme un mécanisme d'imputation, on trouve que telle ou telle personnalité politique a bien ou mal fait son travail, a bien ou mal défendu nos intérêts, et puis on la sanctionne positivement ou négativement, on la blâme, on la félicite, on la réélit ou pas, eh bien ce mécanisme ne fonctionne plus vraiment. Pour résumer, donc ce sera l'élément de conclusion. Vous avez de fait un transfert de pouvoir vers des sites qui n'ont pas ce permis de gouverner, qui ne sont pas formellement autorisés à gouverner. Et ce n'est pas un phénomène d'usurpation délibérée du pouvoir, c'est un glissement, je dirais, assez rampant du pouvoir de fait. Je parle du pouvoir de fait, c'est-à-dire de la capacité à impacter en réalité sur les décisions, même si on n'a pas de pouvoir formel. Cela va de pair avec ce que j'évoquais tout à l'heure, une chaîne de délégation qui devient de plus en plus longue. Pensez à ces organisations transnationales dans lesquelles vous avez des représentants des gouvernements nationaux que nous avons élus. Mais ces représentants, c'est souvent par exemple des diplomates qui, eux, ne sont pas élus et qui en plus ne disposent pas vraiment d'instruction de leur gouvernement parce que les gouvernements ont d'autres priorités, d'autres choses à s'occuper que d'intervenir directement là-dedans. Donc vous avez une élongation, voire même une rupture de la chaîne de délégation. Avec la montée en puissance des autorités indépendantes, on veut rompre la chaîne de délégation, on ne veut pas contrôler, on ne veut pas contrôler ceux qui prennent des décisions. Donc je dirais que, de mon point de vue, on a une érosion, on a une perte de qualité démocratique. On a une perte de qualité démocratique pour des avantages qui existent. Probablement davantage d'expertise, meilleure capacité à résoudre les problèmes, peut-être davantage d'impartialité, c'est l'idée du rôle d'autorité indépendante par rapport aux politiques, c'est le rôle des juges comme pouvoir neutre, peut-être davantage d'impartialité, mais au final des gains qui sont possibles mais qui sont incertains. Donc on a une perte de qualité démocratique pour des gains possibles mais néanmoins incertains. Je prends un exemple classique
On justifie le pouvoir du judiciaire par sa neutralité, son indépendance. Mais il y a aussi des études qui montrent que les juges, c'est des personnes comme vous et moi, ne sont pas nécessairement neutres ou indépendantes. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de grand projet. Hein. Tout cela ne résulte pas d'un grand projet, hein, donc ou d'un complot. Mais comme il n'y a pas de grand projet, on ne se rend pas non plus nécessairement compte de tous ces changements hein, qui impactent sur les circuits décisionnels. Comme je disais, le glissement est rampant. Et donc, il n'y a pas de véritable débat public hein, sur ces questions. Il n'y a pas de véritable débat public sur ces questions. On débat peu du rôle des autorités indépendantes. On débat peu du rôle des juges, peu du rôle de certaines instances transnationales, encore moins des acteurs de gouvernance privés, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. Hein. On ne sait pas qu'ils interviennent souvent de manière importante dans la prise de décision, et donc il n'y a pas de débat public sur ces phénomènes. Il n'y a pas de débat public sur ces phénomènes. Et donc, moi je pense que, et c'est un peu mon rôle, je trouve, en tant que politologue, eh bien, je pense qu'il est important d'informer sur les changements qui sont intervenus et sur la manière dont se prennent les décisions politiques de nos jours. Ça affecte le fonctionnement des systèmes démocratiques, ça affecte, je pense, négativement la qualité de la démocratie. Ça fait que les perceptions que nous avons de la manière dont fonctionnent nos systèmes ne sont pas correctes. Or, c'est sur la base de ces perceptions que nous leur accordons de la légitimité, c'est problématique. Et donc, moi, je pense que les travaux de sciences politiques auxquels je tente de contribuer, eh bien, ils doivent servir justement à alimenter avec leur réflexion l'espace public et la discussion sur ces questions. Voilà. Je m'arrête là. J'espère avoir fait une toute petite contribution à ce débat sur ces questions. Je vous remercie.